LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour, aujourd'hui dans le Flash des marchés financiers, nous recevons Franck Trousselier des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Franck, que faut-il retenir des 2 dernières semaines ? Sur la quinzaine écoulée, les marchés financiers ont progressé, portés par le recul au moins temporaire des tensions liées à la guerre commerciale et par le flot des publications de résultats trimestriels des entreprises. Sur les 15 derniers jours, aux États-Unis, le S&P 500 a progressé de plus 2,4%, le Nasdaq quant à lui de plus 3,1%. Une tendance à la hausse également en Europe, l'Eurostoxx 50 a progressé de plus 3%. Du côté des taux, on constate sur la quinzaine une légère remontée des taux de part et d'autre de l'Atlantique. Le taux à 10 ans français passe de 3,19% à 3,26%. Le 10 ans américain se situe quant à lui légèrement en dessous de 4,4%. Alors, un mouvement qui est particulièrement notable ces dernières semaines est celui du repli du prix du baril sur ses plus hauts niveaux de début d'année. Bien que le Brent ait quelque peu rebondi en fin de semaine dernière grâce aux espoirs suscités par la négociation commerciale entre les États-Unis et la Chine, le baril de Brent est passé de 82 $ en janvier à 63 $ aujourd'hui. Il faut dire que le week-end du 3 mai, les membres de l'OPEP+ avaient surpris le marché en annonçant qu'ils augmenteraient leur production de manière plus importante que prévu en juin, une augmentation d'un peu plus de 400 000 barils par jour. En décidant d'augmenter sa production, l'Arabie Saoudite, qui est l'un des plus grands producteurs mondiaux, exerce une pression à la baisse supplémentaire sur le prix du pétrole. Ses principaux objectifs étant probablement de décourager la production émanant de producteurs à coûts de production plus élevés, mais également de freiner le développement des nouveaux projets d'exploitation dans le monde et ainsi de restaurer des parts de marché qui se sont érodées ces dernières années. Alors, cette guerre des prix du pétrole s'inscrit dans un contexte où, en bourse, les valeurs du secteur de l'énergie sont déjà sous pression du fait des incertitudes liées aux tensions commerciales sur la croissance mondiale et donc in fine sur la demande de pétrole. Alors justement, puisque nous évoquons la macroéconomie, notons qu'à ce stade, l'économie américaine reste résiliente en dépit d'indicateurs plus contrastés. Les chiffres de l'emploi aux États-Unis pour le mois d'avril qui ont été publiés il y a quelques jours suggèrent un marché du travail qui se maintient bien malgré les incertitudes liées aux tarifs douaniers. L'économie américaine a créé 177 000 emplois en avril, un ralentissement par rapport aux 185 000 révisés à la baisse du mois de mars, mais qui dépasse néanmoins les attentes du marché sur ce mois d'avril. Selon les enquêtes réalisées, il semble que la croissance de l'emploi soit concentrée sur les secteurs des soins de santé, du transport et dans les activités financières, tandis que l'emploi dans l'administration publique a quant à lui baissé. Le taux de chômage aux États-Unis, il reste quasi stable à 4,2% et les créations d'emplois se sont accompagnées d'un taux d'activité également plus élevé. Alors, ces éléments ont probablement contribué à conforter la Fed dans sa position d'attente en matière de politique monétaire. Tiraillée qu'elle est entre les risques haussiers sur l'inflation et baissiers sur l'activité générée par la guerre commerciale, la Fed a décidé mercredi dernier de laisser ses taux directeurs inchangés à 4,25%, comme cela était d'ailleurs attendu assez largement par le marché. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours ? Sur le front des publications de résultats des entreprises, la saison des publications du premier trimestre est désormais bien avancée. Les 3/4 des sociétés ont publié, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et avec une majorité de publications au-dessus des attentes des analystes. Mais il faut le dire, des attentes qui, rappelons-le, étaient relativement modestes sur ce trimestre. Par ailleurs, l'impact des tarifs douaniers n'est bien évidemment pas encore reflété dans ces chiffres. Concernant les publications en Europe, les secteurs des matériaux, de la construction et le secteur bancaire se démarquent positivement, contrairement au secteur du luxe et des biens d'équipement. Les dirigeants d'entreprises, par ailleurs, sont de plus en plus nombreux à mentionner les vents contraires liés à l'appréciation ces dernières semaines de l'euro contre le dollar. Aux États-Unis, 70% des sociétés ont publié un premier trimestre meilleur qu'attendu en termes de chiffre d'affaires et 80% des entreprises qui ont publié un résultat net supérieur aux attentes. Alors, en dépit de ces résultats supérieurs de 6 à 8% en moyenne par rapport aux attentes des analystes, les entreprises américaines évoquent l'incertitude économique qui pèse aux États-Unis et la difficulté de faire des projections pour la suite de l'année 2025. Pour autant, il semble bien que certaines entreprises aient bénéficié d'un effet d'anticipation des taxes douanières qui leur a permis d'enregistrer de fortes ventes sur le premier trimestre de l'année avant la mise en place de mesures tarifaires. Idem en Europe, et les chiffres qui viennent de paraître sur la hausse de la production industrielle allemande de plus 3% en mars comparé au mois précédent reflètent une démarche d'anticipation de la part des industriels avant l'annonce des tarifs américains du mois d'avril. Dans le même temps, les publications de Microsoft, Meta, Apple et Amazon ont dissipé les peurs de ralentissement des dépenses d'investissement vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Ces publications ont plutôt confirmé que le cycle de dépenses dans l'IA était intact. Google et Microsoft ont réitéré leur plan de dépenses, Meta les a même relevés et Amazon a évoqué des contraintes de capacité.
Alors pour finir, je termine par un clin d'œil, une page qui se tourne, avec l'annonce la semaine dernière du départ de Warren Buffett de ses fonctions de PDG du conglomérat Berkshire Hathaway à la fin de cette année, à l'âge de 94 ans. Merci Franck pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau flash des marchés financiers. Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.